Sunday Night Production. Dans cet épisode, on parle de skateboard et des années 90, d'admirer le travail plutôt que les personnes, d'accepter la part de hasard de notre métier, d'appareils argentiques, de rencontres et de savoir saisir les opportunités, du match nul entre le PSG et Guingamp en 2018, d'oublier ses cartes mémoire sur un job, de trouver un équilibre dans ses images, d'être de l'époque où on notait les numéros de téléphone dans un carnet, de la formule secrète pour réussir sa carrière, de petites opportunités qui mènent à de grandes histoires, de savoir dire stop, mais surtout, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, vous entendrez un photographe dire merci à Sunday Night. Vous êtes tout dans l'heure du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Romain Bourven. Bienvenue Romain. Salut Julien. Merci d'être là. Alors je vais commencer par la question traditionnelle. On va enchaîner sur la question que je me pose le plus parce que hier c'était PSG Barcelone et que tu vas nous expliquer un petit peu le lien qu'il y a entre toi et le PSG. Est-ce que tu peux nous faire l'elevator pitch? Tu rentres dans l'ascenseur, Steve Jobs passe la main, passe la tête juste après toi. Tu as 3 étages pour lui expliquer qui tu es, ce que tu fais. Qu'est-ce que tu lui dis? Eh bien écoute, j'ai 43 ans tout d'abord. Je suis photographe depuis pas mal d'années. J'ai commencé la photo à l'âge de 13 ans, à l'époque où on shootait en pellicule. J'ai grandi au milieu des télescopes, des lunettes et autres ustensiles d'observation, puisque mon père est astronome et il est beaucoup il est prof de physique, est très passionné par la science, etc., etc. Notamment donc l'astronomie, comme je te disais. Donc voilà, j'ai tout de suite baigné là-dedans et j'ai fait mes premières photos à l'âge de 12-13 ans. Je les ai développées également dans un petit laboratoire qu'on avait fait chez moi. Et de fil en aiguille, c'est un truc qui m'a jamais vraiment lâché. Alors j'ai mis un peu sur pause à l'adolescence et puis j'ai vite repris. Et voilà, aujourd'hui c'est plus qu'un métier, c'est plus un mode de vie. Ouais, voilà, c'est ma vie. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi tes spécialités photographiques? Alors aujourd'hui, je photographie essentiellement du sport et du lifestyle. Mais j'aime pas trop dire que j'ai des spécialités. Pour moi, je suis photographe. Un photographe, ça doit être capable de photographier n'importe quoi, n'importe quand. Donc tu dirais que tu es connu plus pour le lifestyle et le sport, mais que la réalité, c'est que tu es photographe tout court. Oui, voilà, exactement. D'accord. La question à laquelle je voulais arriver, si on va sur ton Instagram, on va voir beaucoup de choses, mais on va surtout voir des joueurs du PSG. Hier, c'était PSG Barcelone. T'étais là-bas ou pas? Non, j'étais sur le canapé, malheureusement. T'as fait des photos de la télé ou pas? Non, c'est même pas une télé, c'est un projecteur. D'accord. Ah bah on a la même. Mais c'est le job de rêve, je pense, de pas mal de monde d'en arriver là. On va y revenir un petit peu plus en détail. Donc tu dis que tu es photographe. Si on remonte un petit peu le fil de ton Instagram, on va voir que tu as évolué dans pas mal de domaines. Tu as fait de la soirée, de la musique, tu as fait de l'architecture, tu as fait du skateboard, il me semble. J'ai presque l'impression que tu es sur Instagram depuis le tout début d'Instagram, parce que quand on remonte, on peut remonter très très loin. Ouais, c'est possible. Ouais. J'ai tout de suite accroché le wagon. Ouais, ça doit faire depuis combien de temps? Depuis 2000, je dirais 2011, 2012, ouais. Presque 10 ans, ouais. Ça a été accroché tout de suite, c'est ce qui t'a parlé. Ouais, Est-ce que ça t'a développé quelque part en tant que photographe ou pas? Oui, clairement. Aujourd'hui, Instagram, c'est un outil de promotion incontournable pour quand t'es photographe, quoi. Je veux dire, c'est le truc numéro 1, quoi. D'accord. Plus qu'un site web, parce que ton site web est pas dur à trouver, mais bon, enfin, faut quand même creuser un peu, quoi. Il existait mon site web. D'accord, donc c'est plus Instagram et c'est plus les réseaux sociaux aujourd'hui pour toi. Clairement, les réseaux sociaux et puis les réseaux, les vrais réseaux, les réseaux de personnes. Ouais, c'est ce qui me permet de trouver du job, de faire des rencontres et d'être actif, quoi. C'est ton vrai canal de communication. Je me suis noté dans l'intro aussi de dire que tu étais un ado des années 90 comme moi. Ouais. J'aime bien ces épisodes-là parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on peut parler de toutes les conneries qu'on aimait bien à l'époque, de basketball, à l'époque de Jordan et de ce genre de choses-là. J'aurais tendance à dire que t'es toujours dans cet état d'esprit quand on te voit. Alors, on aura peut-être un peu de vidéo aujourd'hui parce qu'on enregistre. J'aurais peut-être dû commencer par ça d'ailleurs. On le verra sur la vidéo puisqu'aujourd'hui on est dans les studios Sunday Night Production à The House of Running. Mais tu as aussi gardé le look du jeune des années 90
qui faisait du skateboard, toujours ce côté un peu cool, un peu rebelle, avec la barbe en plus peut-être. T'avais pas forcément la barbe à l'époque. Elle était peut-être plus courte et moins drue, mais j'avais déjà quelques poils sur le menton. Mais t'es resté dans cet état d'esprit-là un peu, t'as l'impression? Ouais, je suis clairement toujours dans cet état d'esprit. Ouais, ça n'a pas changé, ça changera pas, je pense. Est-ce que tu penses que ça influe sur ta carrière dans le sens où peut-être aujourd'hui on a une tendance à revenir un petit peu sur cette période-là? Est-ce que le fait que tu aies autant été influencé par les années 90 et que, à mon sens, t'es encore aujourd'hui, visiblement influencé par les années 90, est-ce que le fait qu'aujourd'hui si tu regardes par exemple Netflix, aujourd'hui les séries qui cartonnent, c'est Jordan, c'est Stranger Things. Enfin, il y a plein de choses qui font revivre cette période-là, même l'âge d'or du gaming, tu vois. On revient sur Nintendo dans les années 80, début 90. Tu veux, les années 90, les ayant vécues en tant qu'adolescent et étant toujours resté un petit peu adolescent au fond de moi, je les vis au jour le jour. Je me rends pas bien compte, si tu veux, s'il y a un retour ou pas des années 90. Moi, je suis toujours un peu dedans. Je suis pas nostalgique, mais c'est ancré en moi. Pour moi, les années 90, c'est un âge d'or. C'est un bout de toi. Voilà, c'est l'avant World Trade Center. C'est vraiment le monde d'avant pour moi. C'est synonyme d'une certaine forme de liberté, d'agir, de penser. Donc ouais, c'est toujours là. Ça fait partie de toi. Exactement. Et de ton présent, donc. Dernière question de l'elevator pitch ça va être une transition toute trouvée vers le côté de la philosophie photo. En regardant tes images, j'ai l'impression, et c'est un peu ce qu'on vient de dire, que tu as suivi tes passions photographiquement parlant, c'est-à-dire qu'il y a ta vie et puis la photo suit un petit peu ce que tu fais dans ta vie finalement. On dirait presque que c'est des sujets qui te trouvent et pas toi qui trouves tes sujets. Est-ce que tu photographies ta vie finalement ou Ouais, c'est exactement ça. La photographie est un calque qui se superpose sur ma vie et voilà, je fais les choses de manière très passionnée. Donc la photo est quelque chose qui me permet de laisser une trace, d'avoir une espèce de miroir en temps réel de ce que je fais, quoi. Moi, tu cours pas après les sujets, mais par contre, ils sont souvent devant toi, quoi. Oui. D'accord. Mais oui, non, je cours pas après les sujets. Je suis plutôt quelqu'un qui laisse les choses venir à moi. Je suis pas dans une démarche réelle de prospection. Mais est-ce que c'est pas ça la fondation finalement d'un travail vraiment personnel? On va y revenir après la pub. On va attaquer plutôt la philosophie photo. Ça nous permettra d'y revenir justement derrière, puisqu'on va parler justement de ce cheminement et justement du fait que ton travail est très personnel aussi parce que c'est toi en fait que tu photographies. D'ailleurs, j'ai lu quelque chose. Il y a un article qui va paraître dans quelques jours au moment où ce podcast va sortir sur Viviane Mayer. Donc c'est Valérie Servant sur le blog Dans l'œil du photographe qui publie tous les 1 mois et demi, 2 mois une interprétation d'une photo, et la photo qui arrive, c'est une photo de Viviane Mayer. Je mettrai le lien dans les notes d'épisode, et justement elle a une phrase où il y a 2 phrases dans l'article qui disent quelque part que chaque photographe finalement se photographie lui-même quand il fait des images, même s'il se photographie pas directement, c'est toujours un bout de toi que tu photographies. Je suis complètement d'accord avec ça. La photo en dit long sur qui on est. Ça, c'est une évidence. Je saurais pas mieux développer. La phrase parle d'elle-même. Je pense que c'est. On se photographie toujours soi-même. Ouais. Alors, on va parler quand même un peu des photographies des autres. C'est quoi tes influences aujourd'hui? Tu as des photographes de référence, des livres, peut-être des photos qui te font réagir plus que d'autres? Mon influence principale, c'est le skate, la photo de skate. Donc, très jeune, j'ai dévoré les magazines de skate, mangé des pubs américaines avec des visuels très graphiques, très colorés. Voilà, c'est tout par de là en fait. D'accord, c'est ta base. C'est ma base. C'est ta Après, base. Donc les photographes qui t'ont influencé, même si tu connais pas forcément leur nom, c'est plutôt des mecs qui faisaient des photos de skate. Tu connais? Il y a des J. Grant Britten, qui est un photographe américain, qui est le plus grand photographe américain à mes yeux de skate, qui a documenté le skate depuis les années 80, qui est toujours en activité. Il y en a plein d'autres, je ne vais pas tous te les citer. Après, j'ai pas une culture photographique vaste, je dois l'admettre. Je suis plutôt
je suis vraiment dans l'action. Je regarde pas trop ce que font les autres. C'est super cohérent en fait avec tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, dans le sens où c'est tes passions. La photo est une extension de toi. C'est ça. Mais c'est pas. Est-ce qu'on pourrait presque dire que c'est pas la photo ta passion, c'est tout ce que tu photographies et que la photo c'est juste un moyen de le vivre? Ouais, vraiment je vis le truc à 100%. Au final, je crois que je cherche à ne pas être influencé. J'ai envie de rester cet ado ingénu qui découvre le monde un peu par lui-même en permanence, qui est toujours un peu, je vais pas dire en opposition et en crise de rébellion, parce que j'ai 43 ans, je suis plus un gamin, mais on peut être rebelle très longtemps. Mais dans ma façon d'appréhender les choses, j'essaie toujours d'avoir cet œil un peu vierge, un peu ingénu. Alors évidemment, après avec l'expérience, quand tu fais de la photo depuis plus de 20 ans, tu as des automatismes. Il y a des choses que tu fais inconsciemment qui peuvent te paraître très simples alors que ça pourrait être très compliqué pour quelqu'un qui débute. Mais je veux pas avoir de certitude, je veux pas m'enfermer dans un truc, me dire voilà, je suis influencé par tel photographe ou par tel courant. Je veux refaire ce qu'il a fait parce que je trouve que c'est le truc ultime. Ce qui m'importe, c'est de me connaître moi avant tout, de m'accepter tel que je suis et d'essayer de m'exprimer avec mes photos tout simplement. C'est quoi ce qui te fait déclencher? Tu parles quand tu vas faire une photo. C'est quoi en général ou dans Alors ça peut on va partir sur le cas général et ça peut dévier sur du plus particulier parce qu'effectivement tu as beaucoup de domaines dans lesquels tu interviens. Il suffit de prendre ton compte Instagram pour voir que tu photographies autant des portraits que des matchs de foot que des photos lifestyle un peu plus dirigées. Donc qu'est-ce qui est le dénominateur commun pour commencer qui décide que tu appuies sur le bouton? C'est très difficile de trouver un dénominateur commun selon la photo que tu fais. Tu vas pas appuyer de la même manière si tu shootes une photo de foot que si tu fais un portrait ou une photo d'archi. Une photo d'archi par exemple, ça va être tout simplement il y a quelque chose qui attire mon œil, c'est-à-dire il y a une espèce d'équilibre dans un certain cadre que je vois en fait, si tu veux, ça me touche tout de suite. Il y a une forme de douceur, il y a un équilibre, une balance qui fait que j'ai envie de photographier ce truc à ce moment précis, parce que ça me parle à ce moment-là. Et voilà, clic-clac, c'est fait, on n'en parle plus. Après, je regarde la photo et si ça me va, je la publie. Un portrait, ça dépend un peu des circonstances. Si c'est un portrait volé, t'as un peu le temps de te préparer. Voilà, c'est un peu au ressenti. Pareil, tu vas sentir une forme de chaleur, de douceur, et voilà, tu déclenches. Si t'as un joueur de foot qu'on te dit voilà, t'as 3 minutes pour le shooter, tu te poses pas de questions. Pendant 3 minutes, tu rafales, tu mitrailles, et puis après, tu fais ta sélection. Ça, c'est aussi un truc qui a beaucoup changé ma façon de shooter, c'est l'évolution du matériel. Évidemment, aujourd'hui, avec les boîtiers qui shootent à 20 images seconde, Oui, avant, tu avais 20 images en tout. Ouais. Et 24 ou 36. Voilà. Et aujourd'hui, tu as 20 images par seconde. Quand tu décharges ta carte après un match de foot, c'est comme si tu avais un PC dans ton... C'est un film que tu télécharges. Moi, j'ai toujours rigolé quand tu fais... si tu fais de la soirée, que tu as des moments où tu as quelqu'un qui danse et que tu es un peu obligé d'être en mode rafale parce que c'est un peu compliqué dans un environnement sombre et tout. J'ai toujours ri de voir en fait comme si tu prends ton mode rafale et que tu fais défiler rapidement tes photos, c'est un film en fait. C'est ça. Ouais, tu peux d'ailleurs faire des animations vidéo. Tu fais des gifs. C'est quelque chose qui se voit beaucoup et qui se fait beaucoup. Après, je sais que longtemps j'ai été photographe de nuit dans les soirées électro. J'étais photographe du Social Club notamment, un club assez connu, assez mythique à Paris. Et là c'était encore une autre approche. C'était une forme d'errance nocturne, alors évidemment avec tout ce qui va avec, l'alcool et compagnie. On est rarement dans les photos de soirée pour l'argent. Oui, voilà, c'est ça. Et là, vraiment, il y avait une démarche absolument pas calculée, c'est-à-dire que je passais, je shootais les gens comme ça, même sans regarder, tu vois. Et puis, c'est autre chose. Ouais, en plus, t'étais beaucoup plus jeune, c'était quelle année ça? J'avais la trentaine, la trentaine, j'étais pas déjà un petit peu... T'étais déjà rodé, mais t'étais pas forcément aussi établi qu'aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, dans la démarche, pour répondre à ta question, ce qui me faisait déclencher, c'était quelque chose qui était lié à la fête. C'était une énergie. Tu vois, je voyais quelqu'un qui dansait. Allez, j'y allais. Je regardais même pas dans l'objectif. Je shootais à main levée comme ça. C'était le mouvement et le son, en fait. Voilà, c'est ça. Il y avait vraiment quelque chose
d'indéfinissable, quoi. C'était vraiment une énergie, en fait. Moi, si je définissais à l'époque où je faisais ça, je les définissais comme ça. Je sais pas si tu te rappelles de ces pubs pour l'iPod avec les ombres qui dansent. Oui, ouais. Et ben, les gens me demandaient ce que je voyais ça. Ouais. Je sais pas si c'était ton cas toi aussi, mais moi je voyais que du mouvement, je voyais pas les gens, je voyais pas. Et en fait, tu déclenches à l'oreille sur les rythmes de la musique. Mais finalement, les gens croient qu'il faut voir pour être photographe. Dans les soirées, tu ne peux pas voir. C'est ça, c'est pas possible. Et il y a une part de hasard que tu acceptes. C'est-à-dire que, voilà, déjà le lendemain, tu décuves un peu, tu regardes tes photos et il y a certains accidents photographiques qui sont vraiment intéressants. Ouais. Et au final, c'est ce qui traduit le mieux une soirée, parce que dans une ambiance débridée où tout le monde est bourré, tout le monde danse, tout le monde se lâche, à mon sens, faire des photos en mode farandole de gens qui posent, ça n'a aucun sens. Ouais. Ça ne retranscrit rien. Ouais. C'est pas, c'est un souvenir. Ok, tu vas dire, j'étais dans ce club avec mes copains, regardez ma photo. Mais si tu veux vraiment traduire ce qui se passe, t'es obligé d'épouser un peu l'énergie du. Je crois que c'est ce que tu es en train de dire. En fait, je crois que c'est certainement une des erreurs que les gens qui ne font pas ces photos-là font le plus sur la photo de ces soirées-là. C'est de pas comprendre pourquoi le photographe est là. Ouais. Et je pense que c'est certainement, d'ailleurs, c'est peut-être une des meilleures leçons qu'on peut avoir en photo, c'est se demander pourquoi, pour qui, et pour quelles raisons on fait des photos finalement. Ouais. C'est peut-être ça la bonne école pour après, apprendre ça. J'ai envie de dire merci à tous ces sites T-Late et Soundnight notamment sont crachés dessus parce qu'ils ont leur rôle, mais ils ont un peu institutionnalisé ce truc-là. Et donc les gens, comme maintenant, quand ils vont dans une soirée et qu'ils voient un photographe, ils se disent pas, tiens, est-ce que ce photographe a une démarche qui consiste à montrer un peu l'énergie qu'il y a, à faire quelque chose pas forcément artistique, mais au moins créatif, ou alors est-ce qu'il est juste là pour faire un portrait de moi au milieu de la soirée, planté comme un piquet, pour que j'aille mettre ma photo sur MySpace à l'époque, Instagram aujourd'hui, quoi. Ça fait une différence dans la perception, en tout cas. Bon, de toute façon, aujourd'hui, les clubs sont fermés, donc on se pose pas la question. Il n'y a plus de photos, mais c'est vrai que moi, ça fait des années que j'ai dit je veux plus en faire, mais en fait, là, j'en ferai volontiers. Ouais, là, ça aurait du sens, je pense, parce qu'il se passerait vraiment quelque chose. Je pense que quand ça rouvrira, je rappellerai les vieux copains et puis on va essayer. Si on retourne sur ton Insta, t'as toute une section de publicité de vieilles caméras argentiques. Ouais. T'es un vrai fan ou t'es nostalgique ou t'en as encore? Je suis fan des pubs des années 80, 90. Mais des pubs ou des appareils? Ou c'est juste les pubs qui les deux. D'accord. Les deux. Les objets sont magnifiques. Je suis passionné d'appareils argentiques comme certaines personnes sont passionnées de bagnoles vintage parce que voilà, il y a ce côté mécanique, il y a ce côté il y a ce rapport au réel qui est un peu différent que qu'on peut avoir avec un appareil digital. C'était des beaux objets à l'époque. C'est quand même des beaux objets, quoi. C'est construit pour durer. Ouais, non. Et puis toute l'imagerie autour, cette espèce de, je dirais pas innocence, mais ouais, il y a un côté un peu innocent, je trouve, dans ces pubs des années 80 où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ses faux sourires et tout. Bon voilà, j'ai grandi là-dedans, donc ça me parle. Mais t'as une collection ou pas? Ouais, j'ai une petite collection, rien de foufou, hein, mais j'ai quelques boîtiers argentiques. Ouais. J'ai notamment j'ai un Canon EOS 1, un Canon EOS 3, j'ai un EOS 100, j'ai un QL19, j'ai un Olympus OM1. J'ai quelques bricoles. Des beaux objets. J'ai aussi évidemment un Hasselblad. C'est sympa aussi. Ouais. Est-ce que moi je me rends compte, j'ai un seul appareil argentique à la maison parce que je veux pas stocker, j'aime pas stocker. Mais par contre, je me rends compte que je suis souvent en train de le manipuler. Ah ouais. Est-ce que toi aussi, je l'ai dans la main. Ouais. Moi, ils sont devant mon bureau, donc je les prends souvent en main parce que j'enlève la poussière qui est en dessous. Et je te dis, il y a un rapport au réel qui est différent, quoi. Ouais. Tu as l'impression d'avoir un bel objet, un truc un peu vivant dans les mains, quoi. Ça pèse lourd. Ça pèse lourd, ça a une histoire. C'est assez chouette. Je voulais aborder ce sujet-là parce que justement ça me parle, même si effectivement j'aime pas collectionner les objets forcément, mais c'est vrai que c'était une belle époque. Et il y a un truc dont je suis nostalgique, c'est qu'à l'époque, tu avais un appareil photo, tu le gardais 20 ans. Ce qui est plus le cas aujourd'hui. C'est pas que techniquement ça serait pas faisable, mais ça serait compliqué, je pense. L'entretien est pas le même. On l'a dit en début d'enregistrement, et c'est certainement un des jobs que je te jalouse le plus, c'est les photos de matchs de foot. Comment on arrive à faire ces photos-là? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que tu as l'opportunité à un moment
d'arriver au Parc des Princes et de faire des photos des joueurs en plein match, d'être au bord du terrain? Je pense que tout est une question de rencontre et de savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. On m'a toujours dit, la vie présente jamais les mêmes plats deux fois. Ouais. C'est vraiment un truc qui m'est resté. Et oui, j'ai eu l'opportunité d'être en contact avec quelqu'un du PSG. Donc, je te disais tout à l'heure que j'aimais pas prospecter. Là, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai envoyé un mail en demandant, chose que je fais très rarement. Et j'ai eu de la chance, ça a fonctionné. Je l'avais déjà fait auparavant, en 2012, j'ai tenté. Ça n'a pas marché, j'ai pas réussi. Mais t'as continué? J'ai pas continué, j'ai attendu le bon moment pour le refaire. Ce qui m'a aidé, c'est aussi d'avoir shooté Kylian Mbappé avant la Coupe du Monde. Ouais. À l'époque, il avait reçu des chaussures de Virgil Abloh, des Nike Off-White. Donc j'étais allé le shooter pour Nike à Clairefontaine. Et donc du coup, ça m'avait un petit peu aidé. J'avais pu un peu montrer mon travail. C'est sûr que quand tu vas les voir en leur montrant les photos de leurs stars, voilà. Ils regardent un peu plus. Donc voilà, on a fait un test, on a fait un premier match. C'était un PSG Guingamp, je me rappelle. Je crois qu'on avait fait match nul à l'époque. Ça devait être en 2000, si je dis pas de bêtises, en 2018. C'est à ça qu'on voit que tu aimes le sujet. Ouais. C'est que tu te rappelles du score. Ouais. Et je me rappelle surtout qu'il pleuvait. Et que pour mon baptême, je m'étais pris une saucée incroyable. Je me rappelle également que j'avais préparé tout mon matos, j'avais loué un 200-400, j'étais venu charger comme une nulle, et j'avais oublié mes cartes mémoire, figure-toi. Merde. C'était vraiment le truc. Ça le fout mal. Et un photographe très sympa m'avait prêté des cartes sur place. Mais voilà, j'ai failli complètement passer à côté de mon sujet, quoi. C'était un peu la chance de ma vie de faire ce que j'avais envie de faire. Et finalement, ça s'est bien passé. Après, j'ai attendu un petit peu et j'ai renouvelé ma demande. Et puis, de fil en aiguille, ça s'est bien passé. Donc, voilà, ouais. C'est compliqué techniquement? Il y a une différence par rapport à ce que tu fais par ailleurs ou pas? Oui, alors c'est hyper compliqué. Il y a un rapport à l'espace qui est différent parce que tu peux pas bouger comme tu veux. T'as un périmètre assez limité sur le terrain, à savoir sur les côtés et derrière le but. Il y a un côté aussi vachement impressionnant parce que t'arrives, t'es sur la pelouse. À l'époque, il y avait des supporters. Ouais. T'es en bas oui, t'es dans le centre du son, quoi. Tu te prends un volume de décibels. Donc déjà, ça, c'est... En plus, quand t'aimes l'équipe, il y a un truc au niveau des émotions qui se passe qui est assez fort. Donc, il faut essayer de rester focus. Et puis, c'est un autre travail. C'est un autre délire, la photo de foot. Ça va vite. Déjà, tu prends conscience, comment dirais-je, de ce que vivent les joueurs, parce que évidemment on regarde tous les matchs de foot devant notre télé. Pour nous, tout est hyper logique, tout est hyper simple. Faut qu'il fasse une passe à droite, à gauche, mais en vrai, quand t'es au bord du terrain, c'est pas du tout pareil. T'as pas du tout le même champ de vision. C'est comme si tu te mets à genoux devant un enfant et que tu te réalises qu'il voit pas le monde. Exactement. De la même hauteur que toi, quoi. C'est ça. Donc évidemment, tu peux être spécialiste du foot devant ta télé, mais je te promets que quand tu arrives au bord du terrain, c'est plus du tout pareil. Tu perds complètement tes repères. Donc, il y a ça va très vite. Vraiment, vraiment vite. C'est-à-dire que même si tu as un 200-400 et que tu captes ton sujet, il faut le suivre. Ouais. Donc déjà, il faut bouger le boîtier. Donc voilà, il y a plein d'automatismes à choper. Quand je te posais la question est-ce que c'est compliqué techniquement, en fait, la question que moi je me pose, c'est quand t'as un Kylian Mbappé qui peut partir, il fait quoi? Il fait 40 km/h Je crois qu'il va à sa pointe, ça doit être 35. 35, quelque chose comme ça. Comment tu peux suivre un mec pareil? Alors, s'il arrive en face de toi, c'est ça cool. Va, ouais. Mais si tu dois le suivre de côté, c'est un enfer, parce qu'en plus, tu croises aussi les autres joueurs, donc ton focus, il bouge tout le temps. Non, c'est vraiment... C'est de l'anticipation, en fait. Mais il faut vraiment pratiquer, il faut vraiment en faire, il faut en bouffer, quoi. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire sans aimer ton sujet? Est-ce que si t'es pas aussi fan du PSG? Ah oui, je pense qu'il y a des gens qui arrivent très bien et qui sont très professionnels et qui arrivent à le faire sans forcément aimer le foot. Mais moi, de toute façon, tout ce que je photographie, c'est des choses que j'aime. Enfin, en tout cas, ce que je montre, ce que j'aime montrer. Des fois, il y a des choses qui me plaisent un peu moins, mais de manière générale, j'aime tout le temps faire ce que je fais. D'accord. Si j'aime pas, je le fais pas, en fait, tout simplement. Finalement, il n'y a pas de différence entre ton boulot et ta vie personnelle dans la photographie. Non.
Si je prends tes photos sur ton Instagram, t'as du boulot, t'as des photos perso, t'as des photos. Alors je mettrai le lien de cette image-là parce que vraiment moi je suis resté, on en parlait avant. T'as des photos t'as l'impression quand tu vois la première image que c'est une randonnée entre potes, et en fait c'est du boulot. Ouais. Tu parles de la photo. Je mettrai le lien, c'est celle que je t'ai montré tout à l'heure. Justement, qui nous héberge aujourd'hui pour l'enregistrement du podcast. C'était une photo que j'ai prise juste avant le départ de 3 gars qui s'appellent Trop Brillant, Matt UVG et French Fuel, et qui sont lancés le défi de faire l'OCC, qui est une course de l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, de manière non officielle puisqu'elle n'a pas eu lieu cette année. Et donc c'est une photo que j'ai shootée juste avant le départ. Donc c'est un peu la photo d'accroche de toute l'histoire en fait qui suit. Et l'histoire qui suit, en fait, c'est un carrousel où on les voit évoluer à travers ces paysages, où il y a effectivement du placement de produits pour Nike, puisque c'est Nike qui était partenaire de cet événement, et où il y a des photos effectivement d'eux en train de courir, des photos de paysages. Donc là, typiquement, on est sur un truc qui est du boulot, c'est du boulot. Mais c'est de la passion aussi. C'est presque du public rédactionnel en fait, c'est-à-dire c'est au milieu du journal un article qui est pas vraiment un article, mais qui en est un quand même et qui en tout cas il ressemble. Ouais, c'est ça. Après, il y a aussi une volonté de ma part de donner ce côté un peu cool dès la première image, parce que la première image c'est évidemment celle que les gens voient, et puis après quand ils sweepent, ils se font emmener dans l'histoire, et effectivement là je peux dérouler mon travail, montrer les produits. Mais le cool c'est le truc normal en fait finalement. Ouais. Aujourd'hui, la grande mode c'est ça. De 2020, c'est le normcore. Ouais. Tu me parles de termes. Normcore, ok. On va partir dans des trucs très très pointus. Non, on va pas aller jusque là. Alors, on a une rubrique dans le podcast où j'aime qu'on parle d'une image en particulier. Dans ton cas, on va parler d'une série photo parce que il n'y a pas une photo qui peut sortir réellement de cette série-là. C'est un ensemble. C'est la série photo que tu as fait du Parc des Princes vide. J'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu. Dans quelles circonstances tu t'es retrouvé à faire cette série-là, qui est publiée sur le site du PSG d'ailleurs, il me semble. C'est ça, exactement. Écoute, j'ai tout simplement répondu à l'invitation de mon pote Bruno, qui travaille au Paris Saint-Germain, qui m'a proposé de faire une carte blanche. Et effectivement, je pense qu'il a saisi également que j'aimais bien l'architecture, les compositions avec du béton notamment, etc., etc. Il m'a proposé de faire une carte blanche et de venir un soir de match pendant le confinement. Alors ça devait être au mois de novembre, je crois, c'est ça. Et donc du coup voilà, j'avais accès au parc. Alors pas bord pelouse cette fois-ci, mais vraiment au parc. D'accord. Et effectivement, l'idée c'était de montrer, en fait, c'était d'être un peu le témoin privilégié d'un match pendant le confinement. Ouais. Voilà. Et de se balader dans le parc et de voir ce que ça faisait effectivement d'être dans ce... Ça fait quoi d'être tout seul dans le parc comme ça ? C'est un sentiment contradictoire. Il y a d'un côté le sentiment d'être un privilégié, puisque quelque part personne ne peut assister au match à part toi. Et il y a un côté super triste, super glaçant. Ouais, c'est glaçant en fait de se dire c'est glaçant quoi. Ça, tu perds tous tes repères quoi. Le parc dans l'esprit de tous ceux qui le pratiquent, c'est un endroit de convivialité, de passion, mais c'est pas un truc vide quoi. Donc t'es pas pris dans l'excitation d'être le seul dans le parc et de ce côté un peu exclusif. Si quand même. J'ai vraiment l'impression à ce moment-là de vivre un moment historique. Et c'est aussi capital de le documenter, parce qu'il faudra bien un jour se rappeler qu'on a vécu ça, en espérant que ça s'arrête un jour. Ouais, c'est ça. J'espère qu'on aura besoin de s'en rappeler. Ça voudrait dire qu'on l'a pas revécu depuis. Mais et puis il y a aussi cette chance, de vivre un moment historique, unique, où effectivement je peux m'éclater, je peux prendre les photos que j'ai envie de prendre. Mais cette série, en fait, c'est quelqu'un qui a parfaitement compris qui tu étais finalement. Oui, je pense, oui, clairement. Il a pris toutes tes passions, tout ce qui t'intéressait, il t'a mis au milieu de tout ça. Après, tu vois, ça se fait spontanément. Hein. Encore une fois, c'est pas du tout un truc intellectualisé ou quoi. C'est vraiment une histoire de saisir les opportunités quand elles se présentent. Mais c'est des points qui se connectent à un moment quand même. Ouais, voilà. C'est des choses que tu peux pas anticiper à l'avance, mais quand tu regardes en arrière, il y a une cohérence monumentale. Ouais, il y a une évidence, clairement. D'accord.
Et après, effectivement, j'ai écrit un petit texte à ce sujet-là sur le site du PSG, où effectivement, je raconte un peu mon ressenti. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller sur le site du PSG. Je mettrai le lien dans les notes d'épisode de toute façon. Avec ton accord, on mettra quelques images pour que les gens puissent voir un petit peu, pendant qu'on en parle, qu'ils puissent aller jeter un petit coup d'œil sur ce dont on parle. Mais cette série est juste... très puissante en fait. C'est bon, après je sais pas si c'est le fan du PSG qui parle aussi. Moi j'ai bossé aussi dans le Parc des Princes vide sur des billets, mais c'est vrai que se retrouver dans les allées du parc quand il y a personne, c'est assez particulier. Mais moi à l'époque c'était pas encore le confinement, donc t'as pas ce ressenti non plus là. Donc moi je vois avec ces deux yeux là en fait, les yeux du fan qui a déjà été dans le parc un soir de match rempli, et les yeux du photographe qui a déjà été bossé dans le parc sur des animations, mais où effectivement j'ai pu me retrouver dans les coulisses. Est-ce que tu as eu le privilège d'aller sur le toit? J'ai pas été sur le toit, j'ai été dans les vestiaires par contre. Je me suis assis à la place de Neymar. Ça c'est quelque chose. Ça c'est chouette. J'irai voir la prochaine fois, je m'arrangerai avec les copains le prochain événement qu'ils organisent là-bas. Si je te demande ce que tu préfères faire comme image, on va dire que quand tu seras vieux et que tu formeras la génération suivante, tu sais très bien qu'un photographe, il reste en général entre 1 et 5 images de lui, on va dire, quand on est très très bon. C'est quoi l'image que tu voudrais qu'il reste de toi ? Est-ce que tu l'as déjà faite, cette image ? J'ai pas suffisamment de recul. T'es encore trop jeune ? Ouais, je pense, enfin pas trop jeune, je vis les choses encore trop intensément. Je suis trop dans l'action, dans l'envie de faire. Je suis un éternel insatisfait. Je suis pas capable de répondre à cette question. Pas encore. Non. On en reparle dans 40 ans. J'ai encore envie d'en faire. On en reparlera dans une quarantaine d'années. Si je suis encore là, ouais. Quand tu auras l'expo de tes grandes années de soirée électro. Ah, peut-être. C'est un truc qui me trotte dans la tête. On va dire, c'est une question que je te poserai un petit peu plus loin. Alors, ça. En fait, je pense qu'il faudrait un peu... J'ai tellement photographié de choses différentes que c'est difficile, si tu veux te dire... Si tu me dis quelle est l'image que tu gardes dans un domaine, si tu me dis par exemple quelle est l'image que tu gardes dans les photos de soirée, j'en ai une là qui me vient en tête, pour une raison précise. Cette photo, avec ton accord, on la mettra dans une note d'épisode, comme ça les gens verront de quoi on parle. Très bien. C'est une photo de DJ Mehdi et de Philippe Zdar au Social Club, justement. Donc, ils sont tous les deux plus de ce monde, qui étaient de grands artistes. Et cette photo, elle symbolise à elle seule toute une époque de comment dirais-je, d'insouciance, de fête, de joie, ça les immortalise. De créativité, et c'est... Quand je vois cette photo, tu te dis que sans me dire que c'est la mienne, tu vois, je me dis pas c'est ma mienne, c'est ma photo, c'est pas ça que je me dis, mais je revis un truc, quoi. D'accord, c'est l'histoire. Ouais, voilà. C'est l'histoire qui reste 20 ans après. Exactement. Donc on peut isoler des images par thème. Mais pas dans l'ensemble de ton... En tout cas, pas encore aujourd'hui dans l'ensemble de ton œuvre. C'est difficile d'isoler quelque chose. Oui, je pense qu'il y a encore des chapitres à écrire. Il y a peut-être des domaines dans lesquels j'ai pas encore œuvré. Moi, je suis un peu un chat. J'ai déjà eu 7 vies, donc j'en aurais peut-être... Enfin, pas 7, peut-être un peu moins, mais peut-être que j'en aurais 7 au bout du compte. Mais c'est magnifique, en fait, parce que ça fait 30 ans que tu fais de la photo, en fait. Quelque part, c'est magnifique de se demander encore de quoi va être fait demain, de pas avoir de certitude. C'est le moteur, en fait. C'est ça qui me pousse à continuer. Il y en a qui sont plus jeunes que toi et qui sont déjà fixés sur ce qu'ils veulent faire toute leur vie. Ouais, mais je pense que moi j'ai la chance en fait d'avoir un pied dans le monde d'avant et dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que moi j'ai connu le monde où tu notais les numéros de téléphone sur un carnet, où fallait être à l'heure au rendez-vous parce que si t'étais pas là, tu rentrais chez toi tout simplement. Fallait étudier ton itinéraire sur le calendrier des PTT. Enfin, tu vois, toutes ces choses là qui donnaient vraiment un sens aux choses. Aujourd'hui, tout est un peu dématérialisé. On se repose sur les outils numériques. Ça a du bon, je le nie pas, mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a une forme de copier-coller dans la success story, entre guillemets. C'est-à-dire que les gens voient quelqu'un qui réussit et leur première interrogation, ça va être de dire comment il a fait, quelle est la technique pour réussir. Est-ce que tu peux me donner la formule secrète pour que j'y arrive aussi ? Mais parce que peut-être il y a des gens qui veulent les modes. Ça marche pas comme ça en fait. Non, peut-être qu'il y a des gens qui vendent les modes d'emploi aussi de ça, même si c'est du pipeau. Faut être tout à fait honnête. La rapidité n'existe pas. Chacun a son mode d'emploi. En fait, je pense qu'il faut déjà avant tout être honnête avec soi-même, se connaître, s'accepter. Et accepter qu'on peut aussi changer, évoluer
Et voilà, c'est comme ça qu'on arrive à réussir. C'est un bien gros mot. Mais en tout cas, être épanoui et à faire ce qu'on aime, c'est hyper important. C'est le chemin lent, en fait. Tu vois, on me demande souvent, voilà, je suis un jeune photographe, j'ai envie de réussir, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. C'est quoi tes conseils? Boss. Je sais pas quoi dire, en fait. Moi, ce que je dis quand on me demande ça, c'est va faire des soirées. C'est mal payé, c'est dur, c'est compliqué. Va faire 3 ans de soirée. Ouais, et on en reparle dans 3 ans. Le travail, ça, c'est une évidence, mais j'ai pas de conseils à donner aux gens. Enfin, aux gens, j'en donne pas si on m'en demande pas, mais pas des conseils rapides. C'est ça que tu veux dire, en fait. Conseils rapides, faut avant tout, ce qu'il faut, à mon avis, dans la vie, c'est avant tout se connaître, s'accepter et faire un petit chemin intérieur avant de revenir là, quoi. En fait, tu trouves ton chemin en te connaissant toi-même. Voilà, c'est ça, exactement. Ok. Si on parle côté plus business de la photographie, aujourd'hui, c'est quoi ta source de revenus principale? C'est la photographie. La photo de quoi? Ouais, la photo. J'ai des clients réguliers, on va dire, qui me permettent d'avoir une assise confortable. Et non, écoute. C'est un peu de tout, en fait. C'est comme ça, je pense que ça résume. J'ai un noyau dur, vraiment. Ouais. J'ai un client pour qui je travaille beaucoup, et puis le reste, c'est en fonction des besoins. C'est assez aléatoire, hein, évidemment. En ce moment, surtout en ce moment, période. Voilà, l'événementiel étant complètement dans les choux, évidemment, ça enlève du business. Mais après, il y a des opportunités pour plein d'autres choses. Et puis, c'est pas. Enfin, faut savoir aussi faire des choses un peu par passion, gratuitement entre guillemets. Pour soi, quoi. Voilà. J'aime pas le terme gratuitement parce que les gens vont mal l'interpréter, mais les faire pour soi, c'est une option. Ouais, voilà, c'est ça, c'est plus ça. Pour soi et pour les autres. Pour les gens que t'aimes, pour les choses que tu aimes, il faut savoir aussi être un peu disponible parce que quelque part, ça crée aussi de la visibilité. Ouais. Et la visibilité, c'est important. C'est aussi ce qui te permet d'avoir du business. Donc, c'est marrant parce que ça, c'est un débat qu'on peut avoir à l'infini sur Internet entre ceux qui te disent il faut avoir de la visibilité et ceux qui te disent la visibilité n'est pas de l'argent. Et partir dans tous ces domaines-là. Mais finalement, toi, tu t'es construit comme ça, en fait. Tout dépend. Si quelqu'un vient me voir et me dit tiens, j'aimerais que tu bosses pour moi, je t'offre de la visibilité, mais j'ai pas d'argent. Si je connais pas cette personne, si le truc m'intéresse pas, je vais pas le faire. Ouais. Après, si ça part de moi, si moi j'ai envie de me greffer sur un truc, là, c'est différent. Si je vois une opportunité, je dis bah écoute, moi ce truc-là me plaît. Si ça te dit, je viens, je te fais des photos. Si je retourne ce que tu dis, en fait. Si je retourne ce que tu dis, c'est pas de la gratuité, c'est de la générosité en fait. Oui, mais c'est pas complètement de la générosité. Il y a une part de générosité, c'est sûr. C'est une collaboration, on peut appeler ça comme ça. Mais il y a aussi, on va pas se mentir, il y a aussi un intérêt aussi personnel à un moment. L'intérêt personnel déjà, c'est de faire quelque chose qu'on aime. Et aussi d'avoir de la visibilité. Encore une fois, c'est un équilibre. D'accord. Alors, c'est marrant parce que tu vois, la question suivante que j'avais préparée, c'était justement ce côté site web très discret, comment tu trouves tes clients, mais finalement, c'est comme ça que tu les trouves, tes clients. Et c'est comme ça que te trouvent. Écoute, franchement, j'ai jamais eu de bonnes expériences avec en prospectant, en envoyant des CV, en envoyant des lettres de motivation, en essayant de me mettre sur des plans, ça a jamais fonctionné pour moi. Mais tu arrives à t'insérer au bon endroit, en fait. T'es juste pas un commercial, mais t'es au bon endroit. T'arrives à te mettre sur le bon chemin. Ouais, encore une fois, la vie présente un plat, tu le prends pas. Ouais. Voilà, il repasse pas. S'il repasse pas, tant pis, tu t'attends le prochain, mais. Les opportunités sont uniques, il faut savoir les saisir. Et des fois, tu saisis une petite opportunité, tu écris une grande histoire sur le long terme. Ouais. Des fois, tu passes à côté d'un truc, et tant pis, c'est pas grave. C'était pas fait pour toi. Mais il faut être attentif. Mais encore une fois, quand tu fais les choses avec conviction et avec passion, tu débloques un espèce de skill au fond de toi qui fait que tu sens naturellement quand quelque chose est bon pour toi. Ouais. Pour moi, la sagesse, c'est aussi ça, c'est de savoir te rapprocher de ce qui te fait du bien et ce qui est bon pour toi et t'éloigner de ce qui est pas bon pour toi. Si tu te connais pas vraiment, si t'approfondis pas ce côté-là de ta personne, tu peux vite te retrouver dans des bourbiers, quoi, dans des plans taf relous où c'est faire confiance à ton instinct finalement, c'est te dire ça va être bon pour moi sur le long terme. C'est une histoire d'honnêteté aussi, peut-être, quelque part. Ok, c'est une bonne façon de voir les choses. Si on revient sur ton site Instagram, t'as ce côté un petit peu panoramique de photos en les faisant défiler, une vraie mise en scène de tes images sur l'Instagram. T'as plein de photos d'action
qui attire l'œil, qui t'amène vers une pub. Enfin, c'est ce que tu fais en fait. C'est presque ton Instagram, c'est presque un Instagram d'influenceur. J'aime pas le terme forcément. Tu peux ne pas l'aimer. Mais est-ce que toi, tu considères que tu rentres dans cette catégorie justement parce que tu as l'audience, que tu as une spécificité qui fait que certaines personnes vont te suivre? Est-ce que tu penses que, par exemple, des clients qui vont t'engager pensent aussi à ça? Moi, je me sens plus être un promoteur qu'un influenceur. Ouais. Je fais la promotion quelque part de produits. C'est une promotion qui est choisie aussi. C'est des produits que j'aime. Des fois, je fais la promotion de choses sans qu'on me demande rien. Ouais. Parce que j'aime les produits, parce que ça peut être aussi des marques qui me font aussi travailler, qui me font manger. Donc, quelque part, je trouve que il y a un échange naturel qui se fait. Mais non, je suis pas influenceur. D'accord. Je me mets pas en scène. Enfin, tu verras très peu de photos de moi. Ça m'arrive quand même. C'est pas dans ce sens-là que je le disais, mais c'est dans le sens. Est-ce que des fois on cherche la personne autant que le photographe, ou est-ce que c'est toujours le photographe qu'on vient chercher? Les gens avec qui je travaille sont en général des gens que je connais, du moins que je rencontre dans un premier temps, et qui arrivent sans doute à comprendre ce que je fais. Mais de manière générale, les gens qui me connaissent pas, je pense qu'ils ont un peu du mal à savoir qui je suis, ce que je fais. Je pense que c'est un peu trouble tout ça. D'accord. Quand tu vas sur mon Insta, tu vois que je fais plein de choses. Je vais photographier du foot, de l'archi, comme tu le disais. Enfin, il y a plein de sujets différents. Je bosse pour une marque qui s'appelle Ispac, que tu connais, qui fait des sacs à dos. Je m'occupe un peu de la création digitale chez eux. Voilà, je fais tellement de trucs différents, si tu veux, que c'est un peu difficile de me mettre dans une case. Et je pense qu'il y a des gens qui n'osent pas venir vers moi parce qu'ils savent pas vraiment. C'est à double tranchant. Ouais, c'est à double tranchant, mais ça me va en fait. Ça me permet de. Peut-être ça met de l'ordre aussi dans ce que tu peux faire. De prendre mon temps et de savoir pourquoi je suis à la place où je me trouve en fait. Moi, ça me va bien. Je suis bien comme ça. Sur l'Instagram toujours. Je suis remonté pas mal sur ton compte. T'es là depuis très très longtemps sur Instagram. Je pense que t'es probablement là depuis le tout début d'Instagram. Ce qui est très marrant, c'est que si on revient en arrière sur ton compte, on voit ton évolution. On la voit littéralement, on voit tes centres d'intérêt qui évoluent, on voit la manière dont tu le gères qui évolue. Moi, je me suis marré parce que aujourd'hui, j'ai cette espèce d'habitude. Alors, comme il n'y a plus d'événements, je fais plus de la street photographie en ce moment, et comme j'ai pas envie de faire des photos carrées en street photographie, je fais ces bandes blanches qu'il y a plein de gens qui font sur les photos. Toi, tu faisais ça il y a 8 ans. Ouais, parce que le format carré, il était assez contraignant et j'avais pas envie de recadrer mes photos. Et puis je me suis aussi adapté aux contraintes du temps quelque part. Mais tu t'y es adapté différemment aujourd'hui, et justement, c'est quoi l'évolution qui t'amène à faire aujourd'hui des trucs? C'est vachement plus propre et carré. Il y a aussi les possibilités techniques qu'offre Instagram. Au tout début d'Instagram, on pouvait rien faire d'autre que poster des photos carrées. Et je me rappelle en 2012, 2011, par là, peut-être un peu après Instagram, 2013, enfin bref, dans ces années-là, le format, on va dire, démocratisé restait quand même le format panoramique. Parce qu'on était beaucoup devant nos ordinateurs. Le smartphone n'avait pas pris la place qu'il occupe aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur un format vertical. Donc d'ailleurs, Instagram s'est adapté, puisque en 2000, je crois que ça va être en 2016 ou 2017, ils ont introduit le format vertical dans le feed et les stories par la suite. Et ça a tout changé, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même admettre que 90% du contenu que tu regardes sur le web, tu le regardes sur ton téléphone. Évidemment, quand tu es au bureau, tu regardes un peu ton ordi, mais le format, on va dire, panoramique, il est presque désuet, entre guillemets. Je crois que c'est une des plus grosses erreurs que tous les photographes qui se présentent sur Internet font, c'est de ne pas prendre en compte que les gens ne regardent pas leur site sur un ordinateur, mais sur un téléphone. Moi, je suis tombé du ciel le jour où j'ai réalisé ça. C'est quelqu'un qui m'a dit, mais regarde tes stats de lecture, regarde le site responsive, donc la version mobile de ton site par rapport au site du site internet, et c'est genre 80-20 quoi. Mais c'est ça. Donc du coup, la fonctionnalité carousel m'a permis en fait d'utiliser quand même le format panoramique. Mais différemment. Il faut maîtriser un petit peu Photoshop, il faut savoir comment on fait. On me demande d'ailleurs souvent, c'est quoi l'appli que tu utilises? C'est Photoshop. Voilà, non, mais c'est marrant de voir, en fait, comme
t'as grandi quelque part en fait dans ton utilisation d'Instagram. Ouais, mais tu sais, j'ai toujours été. En fait, à la base, j'ai une formation de web design. Ouais. Oui, donc ça se retrouve voilà. aussi. C'est marrant comme en fait tout s'agglomère pour te faire aujourd'hui en fait. Bah c'est ça en fait. Tu vois, en 2008, j'étais déjà sur MySpace. Je faisais des MySpace, je pimpais les MySpace dans tous les sens. D'ailleurs, c'était presque une activité. Hein. Les groupes de musique me demandaient de pimper leur MySpace. Je transformais le MySpace en site internet quasiment. C'était la belle époque. Voilà. Et aujourd'hui, bah c'est Instagram quoi. C'est créer des carousels un peu créatifs, mélanger photos, vidéos. Ça revient toujours à personnaliser en fait ton feed quelque part. Ouais, c'est ça. Bah, il faut se démarquer, quoi. C'est ressortir visuellement. Ouais. Ok. J'ai vu que tu faisais un petit peu de tirage d'art. Alors pour l'instant, c'est plus des photos du PSG que d'autres choses. Mais est-ce que alors j'ai lu quelque part que le jour où tu as changé un peu t'es sorti des soirées, tu as effacé ce qui était en ligne. Ouais. Pour passer à autre chose. Ouais. Est-ce que un jour tu te vois ressortir un peu comme le fait Fock-Can? Alors si vous connaissez pas Fock-Can, je suis pas sûr qu'il ait un site internet, mais il doit avoir un Instagram ou une page Facebook et je mettrai le lien parce que c'est vraiment quelqu'un qu'il faut suivre. Oui. Ceux qui le connaissent pas, Fock-Can, c'est le photographe qui a un peu photographié les bains-douches dans les années 90-2000. Donc qui a vu à peu près passer toutes les stars possibles et imaginables dans la nuit française des années 90. C'est quelqu'un qui va te sortir des photos de Grace Jones en boîte et de gens comme ça en fait, de Stallone quand Stallone venait en France, Schwarzenegger à la grande époque. Est-ce que tu penses qu'un jour tu feras ce que lui fait en ce moment, c'est-à-dire ressortir toutes ses archives pour justement refaire vivre cette grande époque? Alors oui, j'ai énormément d'archives de la période 2006-2014, on va dire, 2013, de ce pan de la musique électronique française. De l'histoire de la musique électronique, littéralement. Ouais. Et oui, j'ai beaucoup de choses. Comme je t'ai dit tout à l'heure, toute cette phase, ça a été une errance nocturne pour moi. Il n'y a pas eu de démarche réellement. Il y a eu une technique, on va dire, qui était souvent la même, qui consistait à me mettre une mine et à photographier tout ce qui bougeait durant la soirée. C'est ce qui marche le mieux dans la soirée. Voilà. Mais parler de démarche artistique, ça serait un peu présomptueux. Alors peut-être qu'après, ce travail-là va prendre un peu de valeur, mais oui, effectivement, un jour ou l'autre, il faudra que je le ressorte, que je le montre. Pour rien de cacher, je me demande si la période n'est pas idéalement choisie, du fait que tous les clubs sont fermés, qu'il n'y a plus de fêtes, il n'y a plus rien. Il n'y a même plus de Daft Punk. Ouais. Merde. Ouais, c'est un peu navrant, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ouais. En même temps, on pourrait en parler longtemps, hein, mais ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, en fait. Ouais. Ils tournent la page. J'avoue que j'ai été un petit peu déçu sur le coup, mais en y réfléchissant avec du recul, leur œuvre, elle est là, elle est faite. C'est peut-être le début d'autre chose aussi, on ne sait pas. Peut-être on n'entendra plus jamais parler d'eux, mais peut-être qu'individuellement, ils feront des trucs incroyables aussi. Sans doute, et peut-être pas que dans la musique d'ailleurs. On verra. Rendez-vous dans 40 ans. Ouais. Je crois que ça va être le titre de l'épisode. Rendez-vous dans 40 ans. Ça va être pas mal. J'en profite, j'ai déjà proposé à Fock-Can de passer dans le podcast, mais pour l'instant, il n'est pas partant. Mais si vous voulez commencer à le titiller sur Instagram, sur Facebook, pour qu'il passe, n'hésitez pas. Ça serait gentiment, très gentiment. Ne le faites pas trop chier. De le croiser dans les soirées dans les années 2008, 2010. La première fois que je l'ai vu, c'était au Paris. Il était avec son Leica et son flash, et il était là, il photographiait. Mais lui, devant un micro, je pense que ça serait, ça pourrait durer des heures. C'est un type extraordinaire. Que le gars est passionné aussi. Lui. C'est un type vraiment extraordinaire. Tu peux passer la soirée à discuter avec lui et oublier que tu es là pour faire des photos. Tellement il est intéressant. Donc voilà, si vous voulez faire des petits pings à Fock-Can pour lui dire viens dans le podcast, je vais déjà envoyer un ou deux messages. Et je ne lâcherai pas jusqu'à ce qu'ils finissent par accepter. Tu es en train de lui envoyer un message? Non, je suis en train de... Pas du tout. Non, j'ai cru. Dernière question de ce côté business. Est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui? Aujourd'hui n'étant pas 2020, qui reste une année un peu à part. Mais est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui en tant que photographe? Et combien de temps t'as mis à en arriver là? Écoute, oui, j'estime bien gagner ma vie aujourd'hui en tant que photographe. Combien de temps j'ai mis? Écoute, ça a été long. Ça a été très long, au point que je n'ai pas pu faire que de la photographie à certains moments. Ouais. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, être que photographe, c'est le privilège de très peu de gens. Ouais.
mais oui, j'ai bien dû mettre, allez, que je calcule ça, 10 ans, je dirais. Mais même quand t'es que photographe, tu dois quand même être un peu graphiste. Bien sûr. Un peu webmaster, un peu web designer, un peu ta promo, tu dois un peu comptable, un peu communicant, beaucoup comptable. Beaucoup comptable, surtout si tu commences à bien gagner ta vie, parce que t'as pas mal d'emmerdes qui arrivent en même temps. Ça, malheureusement. J'en place une pour d'URSSAF et d'IRSEC. Je les provoque pas trop parce que non, mais je sais qu'ils écoutent. Heureusement qu'ils sont là quand même. Je sais qu'ils écoutent cette année, on les aime bien. Maintenant que c'est eux qui nous donnent du fric, c'est ça. C'est pas mal. Il y a un bon côté, fallait bien que ça revienne un jour. On arrive à la conclusion de l'épisode. Si je te demande aujourd'hui, c'est quoi le pire moment de ta carrière ? Le pire moment de ma carrière, ça a été... Alors on est le combien là ? On est le 11. C'était il y a 7 ans exactement, quasiment, à 2-3 jours près. C'est quand j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de faire des photos de nuit. À ce point, c'était... ça a été vraiment... ça a été dur parce que j'étais habitué à une certaine forme de routine, on va dire, aussi bien dans la fête que dans le travail. Et j'étais dans une spirale assez négative parce que la nuit c'est pas quelque chose de naturel. Tu peux pas, c'est un chemin que t'empruntes, mais tu peux pas t'y éterniser. T'avais 36 ans à l'époque ? Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais 33. C'est ça. T'as raison. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc c'est le moment où tu commences à te poser des questions, à te dire qu'il faudrait peut-être que tu te calmes et que tu te poses. Ouais, clairement. Puis tu te rends compte que c'est pas une vie et que faut penser un peu à ta santé, etc. Donc il faut couper en fait. Il faut dire stop. Et donc dire stop, c'est un engagement assez fort parce que ça veut dire que tu abandonnes certains privilèges entre guillemets. Tu coupes avec certaines relations. Non pas parce que tu n'aimes pas les gens, mais parce que tu as besoin de te préserver de toi. Et que tu peux pas retomber dans cette spirale qui t'entraîne un peu au fond du gouffre. Alors j'ai eu la chance de toujours rester actif et de toujours travailler, donc ça m'a sauvé. Mais ça a été un moment difficile parce que finalement tu te retrouves avec une nouvelle page blanche à écrire. Et puis au final, tu te rends compte que avec un peu de confiance, avec un peu de résilience, ce mot un peu à la mode là, et tout se passe bien en fait. Avec le recul, tu le vois comme un truc positif ? Complètement. C'est le meilleur choix que j'ai fait. D'accord. Et je regrette pas d'avoir emprunté ce chemin-là. Mais voilà, ce moment précis ce moment de transition, ça a été très 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 compliqué. D'accord. Par opposition, c'est quoi le meilleur moment de ta carrière ? En tant que photographe ? Ouais. Je dirais que c'est pareil. J'ai tendance un peu à séparer en fonction de ce que je photographie. Mais oui, je dirais que récemment, là, en 2018, le PSG Lyon au parc avec un quadruplé d'Mbappé. Voilà, j'allais dire, c'est quoi le score ? Ça, c'était assez dingue. Parce que pour la première fois, j'ai été content de mon travail. J'ai regardé mes photos, j'ai dit putain, c'est cool. Je suis content. Tout s'est aligné ce soir-là pour toi, quoi. C'était fou. Cette soirée était folle. Neymar, Mbappé, Di Maria, Thiago Silva, Verratti, tous à bloc. C'était vraiment. Puis en termes de photos, quoi, j'ai fait des photos, j'ai Mbappé qui me regarde. C'est marrant parce qu'en plus c'est la postérité, parce que finalement Mbappé c'est quand même le joueur du futur. Enfin, je pense que quand on en reparle dans 10 ans... Déjà, il est bien joueur du présent, déjà. Ouais. Non, mais je veux dire, si t'en reparles dans 10 ans, je pense qu'on en parlera comme Zidane, tu vois. C'est, je rigole toujours parce que t'as une photo de lui qui circule avec Thierry Henry quand il était gamin, tu vois. Et tu te dis qu'aujourd'hui, il y a des gamins qui ont une photo avec Mbappé qui seront demain... d'ailleurs, je crois qu'on dit Mbappé et pas Mbappé. Ouais, t'as raison. Qui ont une photo avec Mbappé, qui demain seront les superstars. Enfin, tu vois, on n'est pas à l'abri qu'un joueur dans 10 ans sorte une photo, un des plus grands joueurs du monde sorte une photo en disant le mec qui m'inspirait, c'était lui, tu vois. C'est quand même. Donc t'as ce côté un peu où t'as l'impression d'avoir participé à écrire l'histoire d'un grand moment et d'un truc qui sera iconique à un instant dans le futur. Après, bon, c'est vrai que c'était un match de championnat, c'était pas non plus, tu vois, un match de Ligue des Champions. C'est pas la finale de Ligue des Champions, quelque chose, ou une finale de Coupe du Monde, où je pense que là, quand t'es photographe, tu ramènes une photo de Mbappé avec la coupe dans les bras, bon, c'est encore un autre level. Là, je te parle vraiment d'un point de vue personnel, et d'ailleurs, c'était même pas un job, tu vois, j'étais là uniquement par passion. Mais en termes de, comment dirais-je, d'accomplissement et de satisfaction personnelle,
d'émotions. Et ouais, il s'est vraiment passé un truc. C'est un point fort, quoi. Et je pense que tous les autres photographes qui étaient présents l'ont vécu un peu comme ça aussi. D'accord. Ça reste un truc de passionné aussi, voilà, malgré tout. T'as beau dire qu'on peut le faire sans être passionné, je pense qu'il n'y en a pas un au bord du terrain qui n'a pas un petit clap dans le cœur. Après, je sais pas, je peux pas parler, je sais pas je peux te parler des gens que je connais, parce que tu sais, au parc, en fait, quand il y a des matchs, t'as deux types de photographes. T'as les photographes syndiqués, dont c'est le métier, qui travaillent pour des publications, autres. Et puis t'as ceux qui sont invités, qui sont plutôt de la génération nouvelle, entre guillemets, la génération des réseaux, etc., etc. Où eux, là, effectivement, ils sont passionnés, c'est des Parisiens, donc c'est pas le même état d'esprit. J'ai quand même l'impression qu'il y en a qui viennent shooter, qui travaillent, tu vois. Le samedi, ils font le PSG, le lendemain, ils font une manif. Ça reste quand même leur métier, je pense qu'ils l'aiment, mais je sais pas s'ils sont aussi passionnés. Ils sont peut-être aussi un peu blasés par pas par le sujet, en tout cas. Ouais. D'accord. Oui, donc ils sont pas obligés d'être là pour le sujet particulièrement. Dernière question. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode ? Alors écoute, en ce moment je parle avec un petit gars là, enfin un petit gars, je dis ça parce qu'il a 20 ans, j'ai 2 fois son âge, mais un jeune photographe que j'aime bien, qui s'appelle Bertrand Bernager, qui est ambassadeur pour Sony, que j'ai découvert récemment. Et voilà, dans le cadre de nos échanges, déjà j'aime bien ses photos, et dans le cadre de nos échanges, il m'a donné l'impression d'être un jeune très curieux. Passionné de musique électronique, on sent qu'il a une soif de découverte, et on sent qu'il est dans l'action, et que j'ai vraiment l'impression que voilà, il vit son truc à fond. Et ouais, ça me plaît bien, ça me parle bien. J'aimerais bien en savoir plus à son sujet. Je mettrai le lien vers ses photos, son Instagram, son site, tout ce que je trouverai dans les notes d'épisode, pour que les gens puissent se faire une idée, et puis on lui enverra un petit message prochainement. Cool. Pour l'inviter dans un épisode à venir. Il me reste à te remercier d'avoir participé à cet épisode. C'était hyper intéressant. Merci Julien, c'est moi qui te remercie. À très bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup en termes de visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.